Un enfant te regarde et te balance une question toute simple. Pourquoi le ciel est bleu? Ou pourquoi les étoiles ne tombent pas? Et là, blanc total. Ces questions paraissent évidentes, presque bêtes, mais les réponses sont souvent bien plus complexes qu'on l'imagine. Et pourtant, prendre le temps d'y répondre, c'est souvent comme ça que naît la curiosité. Et parfois même l'amour de la science. Dans cette vidéo, on va répondre à ces questions que tout le monde s'est déjà posées, sans jamais vraiment chercher la réponse. De la science, du concret et promis, sans prise de tête. Pourquoi l'espace est noir alors qu'il y a des milliards d'étoiles? On pourrait croire que l'espace devrait être un énorme écran lumineux, vu qu'il y a des milliards d'étoiles partout. Et pourtant, le ciel est noir. Pourquoi? Parce que l'espace est immense, vide, et surtout la lumière ne se remplit pas toute seule. Les étoiles brillent, mais leur lumière doit voyager jusqu'à nous. Et entre les étoiles, il n'y a presque rien pour réfléchir ou diffuser cette lumière. Donc on voit surtout le noir du vide. Et même si l'univers est plein d'étoiles, elles sont souvent trop loin pour que leur lumière soit assez forte. Certaines sont invisibles à l'œil nu, même si elles existent. En plus, la lumière des étoiles se disperse dans toutes les directions. On ne reçoit qu'une toute petite partie de leur rayonnement. Donc le résultat, c'est un ciel noir ponctué de points lumineux, comme des lucioles perdues dans l'immensité. En gros, l'espace est noir parce que la lumière est rare et parce que le vide ne renvoie rien. Pourquoi les étoiles ne tombent pas? Quand on regarde le ciel, on a parfois l'impression que les étoiles sont accrochées, là-haut, comme des ampoules au plafond. Alors pourquoi elles ne tombent pas? Eh bien, elles tombent. Mais elles tombent en continu. Et elles ratent la Terre à chaque fois. Les étoiles, comme tout objet dans l'univers, sont attirées par la gravité. Mais elles se déplacent aussi très vite. Et c'est justement cette vitesse qui les empêche de s'écraser. C'est exactement le même principe que pour les planètes. Elles sont en chute libre permanente autour de leur étoile. Elles tombent vers elles, mais leur vitesse les fait dévier et elles tournent en orbite. Imagine lancer une balle très vite sur une planète. Si tu la lances assez fort, elle va aller très loin avant de retomber. Maintenant, imagine la même balle, mais tellement rapide qu'elle tombe, mais en tournant autour. C'est l'idée. En fait, une orbite, c'est juste une chute, qui ne finit jamais. Et les étoiles? Elles sont aussi en mouvement dans la galaxie. Notre Soleil, par exemple, orbite autour du centre de la Voie lactée. Il ne reste pas immobile. Il tombe vers le centre, mais sa vitesse tangente le maintient en orbite, comme un skater qui tourne autour d'un point sans tomber au milieu. Donc non, les étoiles ne sont pas fixées par une force magique. Elles sont simplement en mouvement constant et leur vitesse est exactement ce qu'il faut pour que la gravité ne les fasse pas s'écraser. Pourquoi fait-il froid en montagne alors qu'on est plus proche du Soleil? C'est une question qui semble logique au premier abord. En montagne, tu es plus proche du Soleil, donc tu devrais être plus chaud. Et pourtant, c'est l'inverse. Alors qu'est-ce qui cloche? La réponse, c'est que la distance au Soleil ne change presque rien. La vraie cause du froid en altitude, c'est l'atmosphère. L'atmosphère agit comme une couverture. Elle garde la chaleur, la répartit, et surtout, elle est plus dense près du sol. Quand tu montes en altitude, l'air devient plus rare. Et quand l'air est rare, il ne peut pas retenir la chaleur aussi efficacement. Donc la chaleur s'échappe plus facilement vers l'espace. Ensuite, il y a un autre détail. L'air chaud monte. C'est un phénomène simple. Quand l'air se réchauffe, il devient moins dense et il monte. À l'inverse, l'air froid descend. Donc en altitude, tu as moins d'air chaud pour te réchauffer. Le résultat, une baisse de température régulière quand tu montes. Et même si tu es un peu plus proche du Soleil, cette différence est négligeable. La distance varie de quelques kilomètres sur une distance totale de 150 millions de kilomètres. C'est comme dire que tu es plus proche d'une ampoule en te rapprochant d'1 centimètre. Ça ne change rien. Donc le vrai facteur, c'est l'atmosphère et la densité de l'air. Plus on monte,
moins il y a d'air, moins la chaleur est retenue et plus il fait froid. Et c'est pour ça qu'en haut des montagnes, même en plein soleil, tu peux avoir des températures négatives. La nature ne te donne pas de chauffage gratuit juste parce que tu es plus proche du soleil. Pourquoi le ciel est bleu? Et pourquoi il devient rouge au coucher du soleil? Le ciel bleu, c'est un peu le miracle du quotidien. On le voit tous les jours, mais on ne se demande pas vraiment pourquoi. Et pourtant, la réponse est simple et assez cool. La lumière du soleil est blanche, ce qui veut dire qu'elle contient toutes les couleurs. Quand cette lumière traverse l'atmosphère, elle rencontre des molécules d'air et des petites particules. Et là, il se passe un truc important. La lumière se diffuse. Mais elle ne se diffuse pas de la même manière selon sa couleur. Les couleurs bleues, comme le bleu et le violet, ont des longueurs d'onde plus courtes et elles se dispersent beaucoup plus facilement que les couleurs rouges. Ce phénomène s'appelle la diffusion de Rayleigh. Donc, quand le soleil est haut dans le ciel, la lumière traverse l'atmosphère sur une distance relativement courte. Le bleu se disperse dans toutes les directions. Et c'est ce que tu vois quand tu regardes le ciel, même loin du soleil. Le violet se disperse aussi, mais nos yeux sont moins sensibles au violet, et une partie est absorbée par l'ozone. Résultat, un ciel bleu. Maintenant, le coucher de soleil, c'est la version dramatique de la même histoire. Quand le soleil est bas, sa lumière doit traverser beaucoup plus d'atmosphère pour arriver jusqu'à nous. Imagine une route beaucoup plus longue à parcourir. Sur ce long trajet, le bleu est presque totalement dispersé avant d'atteindre tes yeux. Il a été enlevé de la lumière directe. Et en plus, il y a un autre détail. L'air contient souvent plus de particules à l'horizon. Poussière, pollution, gouttes d'eau. Ces particules diffusent aussi la lumière, mais de manière différente. Elles ont tendance à renforcer les rouges et oranges. Et donc, il reste surtout les couleurs rouges et oranges, qui ont des longueurs d'onde plus longues et qui se dispersent moins. Ces couleurs arrivent jusqu'à toi. Et c'est ce qui donne ce ciel rougeoyant, presque brûlant. C'est aussi pour ça que les couchers de soleil sont parfois plus rouges après une tempête ou une éruption volcanique. Il y a plus de particules en suspension dans l'air, donc la diffusion est plus forte. C'est un phénomène simple, mais qui donne des paysages incroyables. Et oui, c'est exactement pour ça que les couchers de soleil sont aussi beaux. La physique fait du spectacle, gratuitement. Pourquoi la Lune change de forme? Avec l'ombre, l'angle et la visibilité. La Lune ne produit pas sa propre lumière. Elle reflète celle du Soleil. Donc seulement la partie de la Lune qui est tournée vers le Soleil est éclairée. L'autre moitié est dans l'ombre, parce qu'elle est tournée dans l'autre direction. C'est exactement comme une balle dans une lampe. Si tu éclaires une balle, une seule moitié reçoit la lumière. L'autre reste sombre. Sur la Lune, c'est pareil. Le Soleil éclaire une face et l'autre reste dans l'ombre. Maintenant, pourquoi on voit parfois un croissant, parfois une moitié, parfois une pleine? Tout dépend de l'angle entre le Soleil, la Terre et la Lune. Quand la Lune est entre la Terre et le Soleil, on voit la face sombre. C'est la nouvelle Lune. La face éclairée est tournée vers le Soleil, mais pas vers nous. Quand la Lune est à 90 degrés par rapport à la Terre et au Soleil, on voit exactement la moitié éclairée. Pourquoi? Parce que l'axe de la lumière coupe la Lune en deux. Une moitié est tournée vers le Soleil, l'autre moitié est tournée dans l'autre sens. Et nous, depuis la Terre, on voit les deux moitiés, donc une demi-lune. C'est le premier quartier. Ensuite, quand la Lune continue sa course, on voit de plus en plus de la partie éclairée jusqu'à la pleine Lune. À ce moment, la Terre est entre le Soleil et la Lune. Toute la face de la Lune qui nous fait face est éclairée. Et comme la Lune est alors à l'opposé du Soleil, elle se lève quand le Soleil se couche. Donc la pleine Lune, on la voit uniquement la nuit. Après la pleine Lune, la partie éclairée diminue. On entre dans le décroissant. Quand on arrive au dernier quartier, on a encore une moitié visible, mais cette fois, c'est l'autre côté. Là encore, la Lune est à 90 degrés par rapport au Soleil, donc on voit la moitié. Et comme elle est à l'opposé du premier quartier, on peut aussi la voir de jour ou de nuit selon l'heure. Donc la Lune change de forme parce qu'on voit plus ou moins de la partie éclairée, selon l'angle entre le Soleil, la Terre et la Lune.
Et l'ombre n'est pas magique. C'est juste la moitié de la Lune qui est tournée vers le Soleil et l'autre moitié qui ne l'est pas. La géométrie fait tout le travail. Pourquoi on ne sent pas la rotation de la Terre? La Terre tourne très vite, environ 1600 km/h à l'équateur. Pourtant, quand tu marches, tu ne sens pas cette vitesse. Pourquoi? Parce que la rotation de la Terre est uniforme et constante. Il n'y a pas d'accélération. Et c'est justement l'accélération qu'on ressent. Quand une voiture accélère ou freine, tu le sens. À vitesse constante, tu ne sens presque rien. Sur Terre, c'est pareil. Ensuite, tout ce qui est autour de toi, l'air, les bâtiments, les océans, tourne avec la Terre. Donc tu n'as pas de référence fixe pour comparer. C'est comme être dans un train qui roule. Si tout bouge à la même vitesse, tu as l'impression d'être immobile. Il y a bien une force liée à la rotation, la force centrifuge, qui tire vers l'extérieur. Mais elle est très faible par rapport à la gravité. Elle diminue légèrement ton poids, surtout à l'équateur, mais pas assez pour que tu t'en rendes compte. Et c'est justement pour profiter de cette vitesse que les fusées sont souvent lancées depuis des sites proches de l'équateur. À cet endroit, la Terre tourne plus vite, donc la fusée gagne un petit boost gratuit. C'est pour ça que des sites comme ceux utilisés par SpaceX ou d'autres agences sont choisis selon cette logique. Donc en résumé, on ne sent pas la rotation de la Terre parce qu'elle est constante, parce que tout tourne avec nous, et parce que la force centrifuge est trop faible pour être perceptible. On est en mode train à vitesse constante, version géante. Ces questions paraissent simples, presque évidentes. Pourtant, derrière chacune d'elles se cache de la vraie science, et souvent un peu de passion. Maintenant, quand un enfant te posera ce genre de questions, tu sauras quoi répondre. Et au passage, on se couchera tous un peu moins bêtes. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le like et l'abonnement, car l'ère spatiale ne vous attendra pas pour continuer son envol.